Je voudrais commencer d'abord par saluer très respectueusement toutes les personnes qui ont accepté notre invitation et qui sont là avec nous. Saluer respectueusement toutes les personnes du podium, notre cher ami Margot et de la Fondation Konrad Adenauer qui sont toujours à nos côtés et qui nous travaillons ensemble dans le cadre d'un partenariat régional très stratégique. En réalité, la plupart des publications substantielles que nous avons faites, c'est effectivement avec eux. Saluer aussi mon ami Ibrahima Kane, qui est membre fondateur de la RADDHO, les gens savent ça très peu, et également qui ne représente pas Osiwa, mais qui est à Osiwa, qui est quand même spécialisé sur toutes les questions relatives aux droits humains à l'Union africaine. Mon ami le directeur Timbuktu Institute, qui m'inspire beaucoup, c'est lui qui préside d'ailleurs, et notre ami Bouba Diop, nous avons créé ensemble le SAES. Très peu de gens le savent, oui, Bouba est le président fondateur, secrétaire général fondateur du SAES. Voilà, donc ça, il faut qu'on le sache, c'est historique. Et puis, membre du comité scientifique de Afrikajom Center, très fidèle. Nous sommes des amis, des voisins, on se voit, on discute pour voir comment changer le Sénégal et l'Afrique. Donc, remercier tous nos partenaires de UNFPA, comme il l'a dit, la présidence, qui nous a soutenus. Et par rapport au sujet, c'est important parce que c'est sur les questions de la revue sécuritaire au Sahel, état de droit, extrémisme violent. Donc, le rôle du Sénégal dans le renforcement de la sécurité sur le plan national et sur le plan régional, quand même, c'est une action qu'il faut saluer. Le Sénégal a un rôle de leadership qu'il faut reconnaître là-dessus. Et moi-même, quand je vais pour mes missions aux Nations Unies, quand j'arrive pour mes briefings de sécurité, on me dit, voilà, les djihadistes, ils sont là jusqu'à Caille. D'ailleurs, ce sont les services sénégalais qui nous ont donné les informations. J'ai dit, tiens. Donc, c'est toujours important de voir et de saluer ce travail très spécifique. Mais comme, effectivement, nous voulons intervenir et attirer l'attention sur une question qui est une question de fond, qui est une question de l'heure. Comment sortir de la dépendance sécuritaire en Afrique? Nous avons vu ce qui s'est passé en Afghanistan il n'y a pas si longtemps. Les gens qui vous soutiennent, les grandes puissances, ils ont des opinions nationales très fortes. Les leaders également de ces grandes puissances ont des agendas électoraux qui les tiennent. À un moment donné, ils se disent, mais écoutez, les budgets qu'on investit, et c'est des budgets colossaux, les ressources humaines, logistiques, militaires, sont des ressources énormes. Et effectivement, des fois, quand on regarde le résultat, il est mince. Et des fois, ça aboutit en échec. Je pense que quand on regarde l'Afghanistan, après quand même des années de présence, quand on regarde le résultat, il est mince. Quand on vient au Sahel aussi, c'est chez nous, et qu'on essaye de voir la dissymétrie qui existe entre les moyens qui sont investis, les moyens militaires énormes, oui, logistiques, les moyens financiers, en armement. Mais quand on compare la capacité effectivement de toutes ces institutions, c'est ça le premier des sujets
c'est les réponses institutionnelles. Quand on regarde ces réponses, franchement, moi je travaille sur place, la dégradation de la, comme on dit, de la situation sécuritaire, elle est continue, elle est même structurelle, dégradation. Et ça inquiète tout le monde. Et au moment même où nous avons de grands problèmes pour effectivement protéger les populations civiles, garantir la sécurité au Sahel, il y a des annonces qui inquiètent. Barkhane, moi je viens de Gao. À Gao, les gens sont paniqués par l'idée même que Barkhane puisse partir, parce que Barkhane est basé aussi à Gao. Que ce soit les militaires, que ce soit les populations civiles, que ce soit les experts, tout le monde exprime la même angoisse quand on dit que Barkhane va quitter. Et quand on parle des moyens institutionnels aussi, il y a des choses quand même qu'il faut comparer, sur lesquelles doit porter notre regard. Quand on regarde cette guerre et qu'on essaye de voir quelles sont les victimes de ces guerres asymétriques, c'est les populations civiles. Beaucoup plus de populations civiles qui meurent que de militaires. Et généralement, les populations civiles meurent aussi sous les coups ou les balles de leur propre armée. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'on a constaté sur place. Donc, les deux problèmes sur lesquels je voudrais attirer l'attention, en prenant le cas du Tchad et le cas du Mali, pour voir qu'il y a une connexion. C'est-à-dire que nous avons une espèce d'enchevêtrement. C'est une crise qui s'enchevêtre avec d'autres crises. C'est une complexité de crises que nous avons. Et ces crises sont liées. Les crises institutionnelles, démocratiques, de gouvernance et de sécurité sont des crises qui sont liées, étroitement liées. Je disais tout à l'heure au Mali, qu'est-ce qui a déclenché le coup d'État au Mali? C'est des élections législatives. Après des élections législatives, on a vu s'écrouler d'abord la Cour constitutionnelle, qui était en réalité presque la dernière institution qui était en place. Et puis après la crise, et puis ensuite on a eu le coup d'État militaire. Ça c'est le Mali, pour montrer la connexion souvent entre les questions de gouvernance, les questions de corruption, les questions démocratiques, pour montrer que toutes ces crises-là, si on ne fait pas attention, c'est des crises qui vont avoir raison de l'État lui-même. Je ne parle même pas d'État de droit, mais de l'État. Ça met en cause la survie de l'État. Et ça, c'est important à retenir. Je reviens sur le Tchad pour montrer la connexion des deux crises. Le Tchad, c'était pratiquement vraiment le pays qui a une grande armée, qui avait des capacités que les autres n'ont pas, aussi bien sur le plan d'une armée avec le nombre d'hommes et autres. Qu'est-ce qui est arrivé au Tchad? C'était aussi des élections présidentielles. Le 19, on nous dit que le président a gagné. Le 20, on nous dit que le président a été assassiné. Et c'était presque une attaque militaire. Ce n'est pas par hasard. Donc, ces connexions, il faut absolument les regarder. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? C'est des retraits. C'est vrai que maintenant, c'est la survie du Tchad pour des raisons de gouvernance, de crise de la gouvernance, de crise des élections et de crise démocratique qui font qu'ils ont retiré leurs troupes. Les dernières troupes viennent de sortir du Liptako Gourma. Et le Liptako Gourma, c'est les 3 frontières. Tous les jours que Dieu fait, ouvrez la presse. Vous allez voir, du côté de Mopti, du côté de Gao, tous les jours que Dieu fait, il y a des gens qui meurent, il y a des attaques de toutes sortes. Tous les jours, je dis, tous les jours, regardez. C'est des attaques contre les militaires, c'est des attaques contre les civils, c'est le conflit intercommunautaire. Donc, il nous faut faire attention à l'enchevêtrement de ces crises. C'est extrêmement important. C'est pour ça que je reviens là-dessus. On dit la justice. Si vous avez la justice, nous avons effectivement dans la plupart de ces pays des cours et des pôles judiciaires qui sont spécialisés dans le terrorisme.
Nous avons des magistrats qui font des enquêtes. Nous avons des magistrats qui identifient les auteurs des crimes. Mais l'État n'a même pas les moyens de les amener sur place. Et l'État n'a pas les forces pour poursuivre les criminels. Ce qui fait qu'effectivement, la question de la sécurité est connectée avec la question de la justice, connectée avec la question de l'état de droit. C'est extrêmement important. En travaillant sur place, en discutant avec les magistrats, on se rend compte de ce qui se passe. Bon, ça c'est pour parler de la justice, de l'impunité. Mais pour dire quoi, essentiellement? Pour dire l'importance d'avoir un État qui tienne debout. Ça, c'est important. Quelles sont les concessions que nous pouvons faire dans le combat politique, dans le combat de la société civile, également aussi, pour ceux aussi qui sont au pouvoir et qui veulent préserver le pouvoir, quelles sont les limites à ne pas franchir pour affaiblir les États? Il me semble que ça, c'est des questions fondamentales sur lesquelles nous devons réfléchir parce que les États sont faibles. Maintenant, je reviens toujours sur la dépendance. C'est important. Il faut absolument dans la dépendance, je dis, non pas seulement pas repenser les stratégies, parce qu'il faut quand même avouer que les stratégies sécuritaires nationales et locales ont des limites et ont échoué. Ceux qui continuent à dire, tiens, nous allons bloquer nos frontières, cadenasser, fermer, j'ai l'impression qu'ils ne voient pas les choses venir. Surtout qu'en face, tu le sais très bien, Bakary, les djihadistes, ils ont une stratégie régionale dans l'État. Ils lèvent l'impôt. Ils sont en train également de, comment dirais-je, d'exploiter les ressources minérales, l'or. Et effectivement, si vous faites des investigations sur place, mais il y a beaucoup de pays qui viennent acheter l'or. Il y avait à l'époque où les gens utilisaient le diamant pour la guerre, mais on utilise l'or pour la guerre. On n'a pas encore parlé effectivement on parlait du diamant du sang, mais l'or du sang, c'est une question qu'il faut se poser aujourd'hui. Que ce soit au Burkina Faso ou au Mali, l'or du sang, ça existe parce qu'il y a des gens qui viennent acheter l'or. Là, effectivement, où il y a les djihadistes. Donc, je reviens sur un autre problème, une question qui est la guerre du sens. La guerre du sens, c'est important. Quand ils arrivent et ils occupent une zone, qu'est-ce qu'ils font? C'est de fermer les écoles. Vous avez des milliers de salles de classe qui sont fort formées. Et vous avez des centaines de milliers d'enfants qui ne vont pas à l'école. Dans les 3 pays d'ailleurs. Alors, quand vous fermez l'école, vous dites que c'est l'école. Et puis, ils ferment cette école pour ouvrir d'autres écoles dans la sous-région. Ça veut dire que la guerre du sens est un enjeu. Non seulement la guerre du sens est un enjeu, mais la guerre de la gouvernance aussi est un enjeu. Dans les zones libérées, ils vous disent, on vous assure la sécurité, on vous assure aussi les biens et les trucs. Des fois, ils ne prennent même pas la gouvernance. Ils disent, bon, vous êtes avec nous, vous continuez à gouverner, bon, on vous fait confiance. Si vous n'êtes pas avec nous, on vous donne 3 jours. Si vous ne partez pas, on vous tue. Point. Et ils occupent effectivement. Donc, par rapport à tout cela, quelle armée devons-nous avoir par rapport à ces questions? Quelle armée? Si nous regardons les armées actuelles, avec les résultats sur place, que ce soit le Grand Nigeria, que ce soit ailleurs, en examinant les gouvernances, il faut repenser les armées africaines. Je pense que ça, c'est extrêmement important. Repenser aussi les stratégies nationales, qui sont des stratégies qui sont limitées, qui ont abouti à des échecs. Maintenant, comment redéployer une stratégie qui soit une stratégie régionale, ouest-africaine ou africaine, avec des armées régionales, ouest-africaines ou africaines? C'est le message que nous voulons envoyer au président de la République, Macky Sall. Je pense que le Sénégal doit jouer un rôle en matière d'initiative, en matière de création de groupes de réflexion, parce qu'on ne peut pas avancer sur
des situations sans réfléchir au départ. La réflexion, elle est extrêmement importante. Et c'est pour ça, effectivement, que ce soit au niveau national ou international, mais il faut renforcer les institutions qui réfléchissent, qui produisent. Tombouctou, hein, c'est pas pour rien que je vous amène ici. Et les institutions aussi qui produisent, c'est extrêmement important. On ne peut pas avancer si on ne réfléchit pas sur, effectivement, les armées actuelles, leur système de gouvernance, on l'a vu. Quand vous regardez la gouvernance des armées et vous voyez les résultats, vous ne vous posez pas de questions. Que ce soit les 3 armées qu'il y a au niveau du Sahel, que ce soit l'armée nigériane, on a des problèmes. Il faut repenser ces armées. Il faut reconstruire d'autres armées. Il nous faut d'autres alternatives. Et ce sont ces alternatives qui, peut-être, demain, peuvent nous sauver. Mais là, nous n'avons pas l'impression, effectivement, que le leadership africain, par rapport, effectivement, à cette menace, par rapport à sa dimension régionale, ait trouvé les réponses les plus appropriées pour, effectivement, y faire face. Je ne vais pas parler outre mesure parce que je sais que les autres aussi ont beaucoup de choses à dire, en les remerciant très profondément. Et puis, effectivement, en posant ces questions pour qu'on en débatte, qu'on continue la réflexion, elle ne fait que commencer pour vraiment avoir une Afrique qui soit une Afrique de paix. Je n'ai pas parlé de la construction de la paix, de la construction de la paix avec ses enjeux, avec les pressions qu'on reçoit de l'extérieur. Ne parlez pas à tel, parlez à tel, sans compter aussi les polémiques que nous avons à l'intérieur. Tout ça font qu'effectivement, nous avons une question extrêmement complexe qui demande de plus en plus une réflexion collective, une réflexion pluridisciplinaire qui puisse nous engager tous pour trouver en fait une Afrique qui soit un espace de paix, de sécurité et effectivement de bonheur. Merci. De la situation sécuritaire au Sahel. Que le nombre de victimes civiles et militaires continue de croître. Ces 3 dernières semaines, il y a eu près de 150 morts à l'occasion d'attaques au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Que les attaques récurrentes contre les civils perpétrées par les groupes armés non étatiques, les assassinats, les viols, les extorsions de biens, les vols de bétail et j'en passe, conduisent à des déplacements massifs de population sur toute la région. Que les acteurs internationaux et régionaux sont dans l'incapacité totale de répondre aux attentes des populations, dont la première peut se résumer en un mot, la sécurité. La sécurité au sens matériel, économique, politique, alimentaire, humain. Que les violations de droits humains, en tout genre, se multiplient de la part des groupes armés terroristes, des milices armées intercommunautaires, des forces de défense et de sécurité, des forces armées étrangères parfois, des acteurs de la criminalité transnationale. Et l'impunité qui va avec, toujours et encore la même impunité. Que les conflits ethniques et communautaires se multiplient et se révèlent de plus en plus violents. Les communautés Peuls et Dogon, par exemple, se sont partagées depuis des lustres le même territoire, sans que les différends naturels entre eux atteignent une telle violence et une telle intensité. On assiste à une véritable désagrégation de la cohésion sociale et des communautés et des solidarités communautaires. Que le dérèglement climatique progresse à la vitesse grand V dans toute la région, il faut le souligner. Les sécheresses sont de plus en plus intenses, les températures augmentent 1,5 fois plus vite au Sahel que dans le reste du monde. Le changement climatique provoque des pluies diluviennes et les terres sont trop sèches pour absorber la montée des eaux, ce qui provoque des crues et des inondations destructrices dans toute la région. La situation alimentaire, nutritionnelle et sanitaire est ainsi dramatique pour des millions de Sahéliens. Ce tableau est noir, très noir, mais nous pensons qu'il est réaliste. Il n'y a pas un jour où l'actualité n'est pas là pour nous le démontrer. De même que ce rapport, là aussi alarmiste, est extrêmement pragmatique. En parallèle de ces constats, on peut observer une constante. Cette constante, c'est l'absence, la faiblesse, la déficience de l'État, des États sahéliens. Nous pouvons revenir à ces causes, interroger la trajectoire de la construction des États-nations sahéliens. Il faut le faire.
car il nous faut comprendre pour quelles raisons le Sahel est une région qui est en train de se replier davantage, toujours davantage sur elle-même. Une région minée par des crises aussi multiples et aussi profondes. Il nous faut comprendre comment les États sahéliens en sont arrivés là, comment l'échec de cette trajectoire, de ce projet, se décline dans des extrémismes violents, dans des confrontations violentes entre communautés, dans des interventions brutales des forces armées, des polices nationales, de milices en tout genre. L'État au Sahel est en faillite. Il y a une réelle crise de la représentation démocratique, de la légitimité et de l'autorité de l'État, qui n'est pas en mesure d'apporter présence, d'apporter protection, d'apporter sécurité à ses citoyens. Les infrastructures et services sociaux de base manquent cruellement. Et parmi ces services de base, celui de la justice, évidemment, qui se retrouve largement inefficace, alors même qu'il joue un rôle central dans le soutien de solutions à long terme. Inefficace, car souffrant d'un déficit de ressources, de formation, d'encadrement, d'indépendance, de soutien politique. Il en résulte un sentiment très fort d'impunité, vous le disiez à Lyon, d'impossibilité de tenir les acteurs non étatiques, mais aussi étatiques, parfois responsables de leurs actes, et de donner toute leur place aux victimes dans les procédures judiciaires. Les graves exactions et violations des droits humains commises dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent, par les groupes armés étatiques eux-mêmes parfois, les scandales éclaboussant la haute administration, la haute hiérarchie militaire, tous ces faits qui sont mis en lumière par les organisations des sociétés civiles sahéliennes et par certaines organisations non gouvernementales, ne font que renforcer le sentiment de méfiance, de marginalisation socio-économique, de frustration, de vulnérabilité des populations sahéliennes. Ainsi, contrairement à un cliché bien ancré, les islamistes ne se sont pas seulement imposés par la terreur, non, mais en se substituant à l'État défaillant pour offrir certains services de base aux populations abandonnées, à commencer par une justice expéditive et brutale, mais rapide, compréhensible et non corrompue. Une prise en charge des services sociaux de base, comme l'eau ou l'électricité par exemple, la fourniture d'un emploi rémunéré, etc., etc. Tout cela doit nous inciter à analyser et à évaluer nos approches, nos politiques, nos implications, afin de dresser un bilan de l'impact réel des réponses que l'on apporte. Évoquer l'extrémisme violent au Sahel, ce n'est pas que dénoncer et combattre les atrocités, l'influence et l'emprise des groupes armés terroristes sur toute cette zone. C'est traiter la base du problème. Or, qu'est-ce que l'extrémisme violent ? L'année dernière, le G5 Sahel éditait un lexique de la radicalisation et de l'extrémisme violent. Je pense que vous connaissez ce lexique. Et il nous rappelait très clairement de quoi il s'agissait. Il s'agit, je cite, d'une disposition mentale à recourir à de la violence ou à en soutenir l'usage en étant convaincu que c'est la seule voie pour résoudre des conflits politiques, sociaux ou idéologiques. Les organisations djihadistes n'ont pas inventé l'eau chaude, comme on dit. Elles n'ont que très peu d'assises populaires. Il me dit qu'il y a des injustes à deux niveaux. Au niveau national, ce sont nos gouvernants, la malgouvernance, la corruption, la concussion. Et au niveau international, avec des dysfonctionnements des institutions internationales, avec des systèmes de deux poids, deux mesures, où on fait la guerre à un pays parce qu'il a violé une résolution, alors qu'il y en a d'autres à côté qui en ont violé plus de 60 dans les tiroirs des Nations Unies. Et tant qu'il y aura cela, on ne cessera pas d'être dans cette dialectique entre l'arrogance des injustes et l'ignorance de ces centres victimes. Et je dis, mais qui sont ces centres victimes ? Il me dit, mais c'est tous ceux-là qui sont dans deux dynamiques, parce que les radicalisés, finalement, on pourrait les classifier en deux catégories. Il y en a qui sont en quête de sens et il y en a qui sont en quête de chance.
celui qui est en quête de sens pour dire que ce ne sont pas seulement les variables socio-économiques qui expliquent l'extrême violent, ce sont ces jeunes... on peut trouver un jeune belge d'une famille catholique qui se retrouve en Syrie, auprès de Daesh. Celui-là, ce n'est pas par la pauvreté. C'est le même jeune qui, si c'était dans les années 70, se retrouverait dans un courant marxisante ou extrémiste ou dans un courant trotskiste, etc. Et que maintenant, l'islam en tant que tel, le religieux, est devenu le nouveau syndicat unitaire des nouveaux damnés de la terre, à opposer à cette mémise de l'ultralibéralisme, à cette hégémonie des puissances qui ne donne pas de chance à d'autres formes d'expression alternatives. Et il y en a qui sont en quête de chance. Ce sont ces jeunes souffrant de vulnérabilité socio-économique. Chez Boko Haram, un jeune à qui on donne 300 000 francs et une moto, et qui adhère à Boko Haram. Un jeune qui a vu que les choses ne fonctionnaient pas, qui va au Mojaou. Pendant ce temps, un intérêt stratégique. Avant, dans les années 90, lorsqu'un pays ne respectait pas un processus électoral, lorsqu'on dénonçait l'absence de démocratie, la violation des droits humains, on avait peur des sanctions du FMI, on avait peur des sanctions de l'Union européenne, etc. Ce n'est plus le cas. Si l'Union européenne ne vous finance pas, il y a la Chine, il y a le Qatar, il y a l'Arabie saoudite. Si le Fonds monétaire international vous met des sanctions, il y a d'autres pays qui vont prêter, etc. Et que ces mêmes pays même se précipitent à valider n'importe quel pouvoir avec l'argument de la stabilité. Véritablement, aujourd'hui, ceux qui souffrent le plus dans le monde, ce sont les défenseurs des droits humains et les défenseurs de la démocratie, parce qu'on ne peut plus compter sur ces puissances qui nous théorisaient la démocratie, la démocratisation dans les années 90. Et dans un tel contexte, survient cette crise malienne. Cette crise malienne qui, dès le début, il fallait comprendre que ce n'était pas une crise malienne, mais une crise sous-régionale, voire régionale, avec le Mali qui, au début, était l'épicentre de cette violence, avec l'émergence de groupes terroristes locaux, mais aussi de groupes terroristes étrangers qui venaient sur ce front-là. Et à partir du Mali, cet épicentre-là s'est élargi vers le Niger, vers le Burkina Faso et vers d'autres pays aujourd'hui, jusqu'à ce qu'on arrive à ce qu'on appelle aujourd'hui le Liptako-Gourma, qui est la zone des 3 frontières. Donc je trouve véritablement pertinent, et je félicite encore Africa Jom Center, son partenaire, la Fondation Adenauer et tous les autres, d'avoir pensé à cette relation qu'il faut faire constamment entre la viabilité de l'état de droit et la question de l'extrême violence. Parce que ces terroristes, in fine, ce qu'ils visent, c'est la déstabilisation de l'État. Ils ont d'autres modèles et on est dans cette guerre du sens dont parlait Alioune tout à l'heure. À partir de ce moment, où en est-on? Après 10 ans de lutte acharnée contre le terrorisme par l'utilisation des moyens militaires, c'est comme si on était retourné à la case départ. L'intervention militaire, Serval, Barkhane, visait à faire disparaître les groupes terroristes. Les groupes n'ont pas disparu, les groupes se sont multipliés et l'épicentre s'est étendu à des pays qui n'étaient pas touchés en jouant sur l'instrumentalisation des conflits intercommunautaires, de sorte qu'aujourd'hui, ce qu'on peut appeler le djihadisme sahélien est devenu une forme de djihadisme hybride. Et je remercie Margot d'avoir dit qu'on n'est pas dans le même modèle qu'en Afghanistan. Aujourd'hui, on a du mal dans le Sahel à faire la part entre ce qui relève d'une forme de djihadisme idéologique, dans le sens d'Al-Qaïda, etc., et ce qui relève des conflits intercommunautaires. Et on est retourné à ce paradoxe que signalait un Abou Walid al-Sahraoui suite à l'intervention Serval, lorsque les Français sont intervenus, et il a laissé un courrier sur lequel nous avons travaillé qui disait « La France est intervenue, les gens croient qu'on est vaincu, mais non, nous n'avons pas perdu en fait. Maintenant, nous n'avons plus besoin de faire de la coordination logistique, etc. Maintenant, il nous suffit, dans ce Sahel, de rester tranquille et d'attendre qu'il y ait des conflits, des zones de conflits intercommunautaires, des tensions. Et chaque fois qu'il y en a, on va lui amener l'habillage islamique, l'habillage religieux. Nous allons procéder à la manipulation des symboles religieux pour des motifs politiques.
Et une fois qu'on dira que c'est du djihadisme, il y aura l'intervention des armées occidentales. Une fois qu'il y aura ces interventions, ça va augmenter la radicalisation et la victimisation. Et nous n'avons même pas besoin de recruter. Et voilà la stratégie. Et on est arrivé dans cette stratégie-là. Et aujourd'hui, sur les fronts que l'on connaît, aussi bien le nord du Mali, le centre aujourd'hui qui était épargné, mais qui est maintenant un foyer de tension assez vite, et posant toutes les questions de justice transitionnelle dont on discutait le mois dernier. Et on a aujourd'hui ces zones-là au Burkina Faso. Alors, que peut nous apprendre la leçon burkinabé? Je commencerai par rappeler ce que j'appelle la typologie mouvante sur laquelle nous travaillons au sein de l'Observatoire des radicalismes et conflits religieux en Afrique. Nous avons établi au niveau une typologie mouvante. Cette typologie-là a trois aspects, trois groupes. Nous avons aujourd'hui dans la région, quand nous regardons la région, nous avons la première typologie qui est celle des pays déjà largement atteints par un phénomène djihadiste massif. C'est le Mali, c'est le Nigeria, etc. Nous avons la deuxième typologie qui est la typologie des pays sous pression, sur le Niger, sur le Tchad, etc. Nous avons maintenant la troisième typologie, la typologie des pays qui peuvent encore développer une approche prospective et préventive. Mais malheureusement, lorsque des États se trouvent dans la typologie 3 de pouvoir développer une approche prospective et préventive, ces États ne le font pas. Ils sont dans le déni pour deux raisons. Un déni pour des raisons politiques internes, en disant non, nous ne sommes pas concernés. C'était le discours du Sénégal il y a 10 ans, ou il y a quelques années. Ou bien un déni parce que craignant d'être placés parmi les pays à risque pour voir nous échapper les investissements directs, etc. Quand on a un plan Sénégal émergent, quand on a, etc. Donc on essaie d'éviter, de dire qu'il y a des risques, etc. Et en faisant cela, ces États n'assument même pas une politique de prévention. On cesse jusqu'à ce que les choses, la situation s'aggrave et que le niveau de la menace augmente et que cette menace arrive à nos frontières. Maintenant, l'enjeu, c'est quoi? L'enjeu, est-ce que c'est seulement renforcer la dimension militaire? Oui, il le faut. Mais comme disait quelqu'un, la sécurité est une chose tellement importante qu'il ne faut pas seulement la confier aux militaires. C'est-à-dire qu'il faut une approche holistique, une approche préventive, etc. Et aujourd'hui, l'enjeu pour des pays comme le Sénégal, ce n'est pas tant de s'interroger si les djihadistes vont arriver un jour ou pas. Ça, ce n'est pas ça la question. C'est de savoir est-ce qu'on a pris toutes les dispositions pour que lorsque ces groupes arrivent, qu'ils ne trouvent pas de couveuse locale dans les zones frontalières. Et pour qu'il n'y ait pas de couveuse locale, il faut développer le fort sentiment d'appartenance à l'entité nationale, par des infrastructures, par l'école, par l'éducation, par la santé, et par une présence de l'État. Et cette présence de l'État dans tous ses aspects, parce que très souvent on parle de l'absence de l'État, mais je demande, mais quel est l'État qui est absent? Dans nos pays, l'État répressif est assez présent, c'est l'État protecteur qui fait défaut. Dans ces zones-là, l'État répressif est présent, avec la douane, la gendarmerie, etc. L'État protecteur, c'est cet État qui pourvoit les besoins, premiers. Et je crois que quand on regarde la région aujourd'hui, avec les nouveaux enjeux, la mort d'Idriss Déby, ce qu'on voit actuellement au Tchad, le retrait annoncé de Barkhane, parce qu'il ne s'agit pas de retrait, mais de redéploiement dans la zone des 3 frontières, où la France va compter sur la force Takuba, avec plus de 6 000 hommes dont elle compte fournir 3 000, et qu'avec le contexte actuel de l'Afghanistan, mais les inquiétudes sont là. Ces pays-là seront de plus en plus hésitants à pouvoir engager des armées au secours d'une quelconque stratégie telle qu'ils l'ont fait en Afghanistan avec les Américains. Donc la France va se retrouver de plus en plus isolée sur la zone sahélienne, dans un contexte où le leadership politique français est plus préoccupé par les élections à venir, où on veut complètement éviter que le débat sahélien soit au cœur de la campagne. Donc on est dans une période d'inquiétude. Et la prise en charge maintenant de la question terroriste repose la question de l'état de droit, parce que l'état de droit doit en toutes circonstances être respecté. Même pour la lutte contre le terrorisme. Et on a vu qu'avec des mesures liberticides, avec des mesures qui
qui violent les principes fondamentaux des droits humains, on ne peut pas lutter contre le terrorisme. Parce que l'État de droit, pour être légitime dans la lutte contre le terrorisme, il faut qu'il soit crédible par son respect des droits humains, etc. C'est le sujet du colloque que nous avons tenu à Bamako avec le bureau État de droit de la Fondation Konrad Adenauer il y a quelques mois. Et je crois qu'il y a tous ces enjeux. C'est-à-dire comment allier la gestion des impasses sécuritaires et le principe du respect des droits humains. C'est le grand challenge que nos États doivent respecter. Je terminerai sur quelque chose. Le débat qui s'est posé récemment au Sénégal sur la loi de lutte contre le terrorisme. Il y a eu beaucoup de débats. Mais je crois, et j'attire l'attention de la classe politique sénégalaise, la lutte contre le terrorisme ne doit pas être politisée. C'est une thématique, les thématiques sécuritaires doivent être des thématiques qui requièrent véritablement le plus large consensus. Dans cette loi-là, certes, le contexte peut-être n'était pas le meilleur, mais cette loi ne faisait que reprendre les principes généraux de la déclaration de Annan en 2005. Cette loi ne faisait que reprendre des principes généraux qui sont liés à la définition même du terrorisme. Mais il y a eu un débat assez politicien. Mais quand j'entends certains, ça aussi je terminerai là-dessus, aussi bien pour l'État que pour les autres acteurs, quand j'entends un acteur important de la vie politique sénégalaise de l'opposition dire qu'il n'y a pas de menace qui pèse sur le Sénégal, c'est une irresponsabilité ou à défaut une inculture géopolitique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui où on parle de la descente de cet épicentre vers les côtes, et toutes les preuves sont là pour montrer que les groupes visent les côtes du golfe de Guinée mais aussi de l'Atlantique. La preuve c'est quoi? La preuve c'est l'acharnement inédit sur un pays comme le Burkina Faso. Le Burkina, dans la parenthèse, c'est quoi? Quand je disais que le cas burkinabé doit attirer l'attention des Sénégalais, c'est quoi? Je suis allé au Burkina Faso en 2014 dans le cadre d'une mission de recherche où le Burkina avait tous les signaux de résilience qu'on a aujourd'hui au Sénégal. C'est un pays où il y a un fort engouement pour le dialogue interreligieux, où l'archevêque de Ouagadougou offrait le mouton de Tabaski à l'imam. Pendant la prière de la Eid, le clergé est présent dans le lieu de la prière. Il y avait aussi un pays qui a une tradition démocratique, etc. Mais le Burkina Faso s'est effondré à partir de 2015-2016 avec la généralisation de ces menaces. Mais pourquoi cet enjeu du Burkina Faso? C'est que les groupes djihadistes essaient de taper sur le Burkina Faso. Ça, c'est le dernier verrou vers l'Afrique côtière. Il faut que le verrou burkinabé saute pour qu'on puisse accéder au nord du Bénin, du Ghana, etc. Et la Côte d'Ivoire ou dans la région de